Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau cycle de rendez-vous de C'est dans le vin. Je vous rappelle le principe, c'est un rendez-vous bimestriel sur un sujet d'actualité du monde du vin, discuté avec des experts ou des parties prenantes, à destination du grand public, de connaisseurs, d'amateurs et de professionnels, à la fois sérieux et documentés. Nous vous livrons les clés pour comprendre le vin, son actu, ses liens et ses interactions avec la société. Alors, ce cycle de débat est organisé par Cage Wine and Spirits Academy, la Revue du vin de France, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Je vous en rappelle le principe, 1 heure d'échange découpée en 4 cartons, puis une demi-heure, un quart d'heure de discussion et de questions avec vous, le public. Quelques mots sur ce dont on va parler ce soir, le vin. Est-il vraiment une poule aux œufs d'or? Investir dans la vigne est-il devenu une affaire de gros sous? Les belles promesses de rendement qui attirent sont-elles au rendez-vous? Ou au contraire, y a-t-il dans le métier de vigneron de quoi décourager ceux qui n'ont pas la puissance financière? On devine qu'on ne sait pas tout. On va parler de ce thème avec nos 4 invités de ce soir que je vais vous demander d'accueillir avec moi, en commençant par la première d'entre elles, Liliane Barton-Sartorius, propriétaire des châteaux Langlois-Barton, Léoville-Barton et Mauvezin-Barton, héritière d'une grande lignée de familles irlandaises dont les descendants sont arrivés ici à Bordeaux en 1725. Bonsoir Liliane, bienvenue parmi nous. Je vous propose de vous asseoir ici. Vous pouvez l'applaudir. Notre deuxième invité avait créé, visionnaire, dès 1983, une société spécialisée dans la vente à distance et le négoce de crus classés de Bordeaux et de Bourgogne. Cette société Millésima, vous la voyez ici, la personne en photographie, 2,5 millions de bouteilles en stock, 90 000 clients à travers le monde. Je vous demande d'accueillir avec nous Patrick Bernard. Bonsoir Patrick. Ça va. Troisième invité, il est ingénieur en matériaux, autrement dit, il n'avait absolument rien à voir avec la filière au démarrage. Créateur d'un vin Liber Pater en grave, le vin au goût oublié, issu des vieux cépages pré-phylloxériques. Il a connu une ascension, une histoire assez extraordinaire qui lui a permis de faire passer le prix de sa bouteille de vin de 80 € à 6 000 aujourd'hui. Évidemment, il va nous expliquer cela, comment a-t-il fait, comment cela marche. Je vous demande d'accueillir Loïc Pasquet. Bonsoir Loïc. Et puis enfin, notre quatrième invité, qui est une vigneronne qui a créé le domaine Saïkouk à Saint-Seurin de Cadour dans Médoc. C'est la fille d'un ouvrier viticole marocain qui a repris en fermage les vignes du patron de son père. Elle produit aujourd'hui environ 10 000 bouteilles par an. Elle se revendique médo-marocaine. Je vous propose d'accueillir Latifa Saïkouk. Bonsoir Latifa. Bien, bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle programmation de C'est dans le vin. Alors, le vin est-il vraiment une poule aux œufs d'or? Je vous propose de démarrer, et puis je vais vous laisser réagir. Le principe, il est assez libre. Des questions, des réactions par rapport à un certain nombre de thèmes que nous allons aborder, de visuels sur le sujet, avec tout d'abord un petit clin d'œil sur une vieille série, une ancienne série dont on a retrouvé trace, que je vous propose de visualiser ensemble.
Allez, on s'arrêtera là, évidemment, pour voir l'épisode. Alors, cette série, elle s'appelait Falcon Crest. Dans les années 80, moi, j'en avais absolument aucun souvenir. Est-ce que ça rappelle de vieux souvenirs pour certains d'entre vous? Non, pas du tout? Allez, qui réagit? C'est que des noms? J'en ai vu un petit peu, mais il y a longtemps. Alors, le micro, pardon. Oui, je disais, j'en avais vu un petit peu, mais pas plus que ça. Pas plus que ça, une espèce de Dallas qui se passait dans le vignoble. Latifa, ça vous dit rien du tout? Rien du tout. Non, Patrick Bernard non plus. Désolé, non. Et Loïc, Non, a priori un petit peu trop jeune peut-être. un petit peu trop jeune. Bon, Un petit peu trop vieux. mais qui avait eu, alors, quand on préparait l'émission, qui avait eu un certain succès, elle avait duré 9 années. Et donc, en toile de fond, c'était l'histoire d'une dynastie américaine avec toutes les histoires que l'on peut imaginer de revanche entre familles sur la construction d'une dynastie au sein de la filière vitivinicole. Allez, slide suivant, on rentre dans le vif du débat. Gloire et succès, mythes et réalités, le vin. Le vin est-il vraiment une poule aux œufs d'or? Alors, on va commencer avec ça parce que c'est souvent l'idée que l'on en a et l'opinion publique peut en avoir. Le vin, beaucoup de succès dans le vin, de grandes réussites dans le vin. Slide suivant, quelques exemples. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être exhaustif, que l'on voit ici. Bernard Magré, Bernard Arnault, la veuve Clicquot, il y a fort longtemps. Donc on s'aperçoit que ce sont quand même des histoires parfois anciennes. Et on enchaîne avec l'autre slide, je vais vous laisser réagir là-dessus. On s'aperçoit lorsqu'on reprend le top 10 des fortunes du vin en France. Alors on n'a pas mis les chiffres parce qu'ils sont souvent contestés, mais quand même ce que l'on peut dire assez classiquement, c'est qu'on retrouve quand même, lorsque l'on regarde les plus grosses fortunes françaises, que beaucoup sont représentés dans la filière vitivinicole. Réaction par rapport à ça? Patrick Bernard. C'est le poids du foncier. Parce que le foncier, vous ne pouvez pas produire de vin sans avoir du foncier. Et les plus grandes fortunes ont les meilleurs terroirs. Et le prix de ces terroirs est absolument faramineux. À Pauillac, l'hectare aujourd'hui vaut 2,4 millions. Très bien. Par contre, en Grand Cru, en Bourgogne, c'est 2,4 millions également, mais bizarrement, ce n'est pas l'hectare, c'est l'ouvret. Et il y a 24 ouvrets par hectare. 25 fois 25, 625, donc ça fait grosso modo 60 millions l'hectare. Donc effectivement, quand vous avez ça, et quand vous avez 1, 2 ou 3 hectares, ça monte très très vite. Liliane Barton-Sartorius, d'accord avec... C'est le foncier qui attire D'abord, c'est le foncier, et puis quand on regarde un petit peu, il y en a certains dans la liste, c'est pas forcément dans le vin qu'ils ont fait leur fortune. Oui, beaucoup même. Lorsque l'on regarde un certain nombre, beaucoup de ces fortunes ne sont pas constituées sur le vin. Donc le vin attire. Le vin attire, ça je suis d'accord. Alors évidemment, il attire à différents niveaux différentes personnes. Il y en a un petit peu la danseuse, il y en a, ça attire parce que ils se disent oh ben, ça va être une retraite merveilleuse, je vais être assis, je vais regarder le raisin pousser, je vais devoir travailler une fois par an. Bon, ceux qui sont un minimum dans le vin, c'est que c'est loin d'être ça. Et puis après, nous tombons dans l'autre excès. On en a parlé un petit peu, les compagnies d'assurance, etc., qui sont obligées d'investir. Je crois qu'à Paris, il n'y a plus beaucoup de choses à acheter. Donc, le premier, AXA s'est intéressé dans le vignoble. Donc, les autres ont suivi. Mais c'est pas parce que... Enfin, le premier elle aimait le vin, mais tous les autres, je crois que c'était un bon endroit où mettre de l'argent. Loïc Pasquier, un commentaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Bah, moi, à première vue, déjà, tout ce qu'on voit ici, c'est quand même des gens qui ont acheté des très très belles propriétés. C'est quand même à chaque fois, c'est des hauts lieux de la viticulture. C'est quand même des endroits qui sont exceptionnels dans le monde. Et c'est vrai que ces parcelles-là ou ces châteaux-là, il y a énormément de gens puissants dans le monde qui sont prêts à se battre pour ces endroits parce que c'est des lieux uniques. De toute façon, on ne peut pas les reproduire ailleurs. C'est des socles géologiques, c'est un savoir-faire qui est vraiment très très long, qui est ancestral. Donc on voit bien les familles avec les châteaux en face. C'est juste des lieux qui sont fabuleux. C'est une bonne chose, Latifa Saïkou, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose de voir ces grandes fortunes s'intéresser et investir, alors dans de grands terroirs, certes, mais... Oui, je rejoins monsieur Bernard. Si, ça marche. Quand il dit que, bon, c'est clair que le foncier... Nous, petits, si on veut s'installer, on peut pas parce que le foncier a triplé ou quadruplé. Donc, moi, je me rappelle quand je me suis installée, pour trouver des terres nues, eh bien, c'était pas facile déjà à cette époque. Est-ce que la venue de ces fortunes françaises
participe, à votre avis, de la spéculation que l'on trouve, vous évoquez Parti Bernard tout à l'heure, le prix du foncier en Bordelais, en Bourgogne, pire encore, à votre avis, ça incite à la flambée des prix? Forcément, mais vous savez, de toute façon, le vin a toujours été un marqueur de civilisation et de statut social depuis très longtemps. On va y revenir. Cicéron, déjà, disait que quand on était patricien ou sénateur, on buvait certains vins, et quand on était simple citoyen ou de la plèbe, on buvait d'autres vins. Donc le vin a toujours été un marqueur social très important. N'oublions jamais non plus que le classement de 1855, tous les premiers appartenaient à qui? À des banquiers. Et les banquiers à Paris étaient les Zuckerberg et autres Jeff Bezos de l'époque, ou Elon Musk. Donc c'était eux qui avaient les énormes fortunes. Donc les gens ont toujours utilisé les grands noms viticoles comme marqueurs sociaux pour eux-mêmes. Donc il est certain qu'après, une fois que vous êtes là, vous avez une rivalité d'ego parce que vous n'êtes pas le seul premier cru classé à Pauillac, vous en avez d'autres. Et donc quand vous n'avez que 40 hectares et que les autres ont 100 hectares, ça vous énerve. Alors, juste, Loïc, parce que je vais venir vers vous, parce que, effectivement, la plupart des domaines dont sont propriétaires ces personnes-ci, pas tous les domaines, mais un grand nombre d'entre eux, sont des vins qui se vendent cher. Mais c'est aussi votre cas. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre histoire? Et sans rentrer à ce stade, on y revient tout à l'heure sur le détail de l'évolution, mais vous êtes passé du prix d'une bouteille déjà relativement cher à quelque chose de beaucoup plus cher. Comment vous y êtes pris? Non, mais écoutez, je crois que c'est pas le prix, c'est une chose, mais le prix, c'est le marché qui le fait. C'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des collectionneurs dans le monde, il y a des gens extrêmement puissants qui veulent des produits uniques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les grands lieux viticoles dans le monde, il n'y en a pas tant que ça. Donc une fois qu'on a identifié un haut lieu et qu'on est capable de remettre des méthodes ancestrales ou qu'on est capable de retravailler sur ce que j'appelle le vin de lieu, c'est-à-dire retrouver... Pour nous, dans notre cas, on a essayé de retrouver le goût préphylloxérique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un goût qui fait... Tout le monde le reprend sur les bouteilles. Enfin, le fameux classement 1855, ça a été fait avec des vignes franches de pied, avec des cépages aujourd'hui disparus, malheureusement, et qui sont interdits d'être utilisés par l'administration française, ce qui est, à mon avis, à mon sens, un drame. Enfin bon, après, ça, c'est l'INAO. Si vous voulez, ce goût oublié, à mon avis, c'est qu'à l'époque, on faisait ce qu'on appelait des grands vins fins qui se sont perdus, je pense, avec le greffage et la perte de cépages comme le Mansin. Je suis sûr que personne ne connaît le Mansin ici, personne ne connaît le Castet, mais il faut savoir que le Mansin, c'était un cépage qui était à peu près qui représentait 70% du Médoc. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Le château d'Issan, en 1855, était très bon, il était à 100% de Mansin, et on appelait ça le rubis d'Issan. Aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup. Ce n'est pas du tout de la faute des propriétaires ou quoi que ce soit, c'est simplement on n'a pas le droit de les utiliser. Et c'est là que c'est dramatique. Donc moi, j'ai décidé de sortir du système classique des AOC, c'est-à-dire qu'on est retourné en vin de France, tout simplement, pour essayer de retrouver ce goût oublié préphylloxérique. Et donc là, on en vient au fait que ces puissants de ce monde, quand on peut leur proposer sur un lieu géologique atypique, parce qu'on est situé sur l'anticlinal de Bordeaux. L'anticlinal de Bordeaux, c'est une formation qui est aussi vieille que les Pyrénées. C'est la formation la plus vieille de la Gironde. C'est un pli fait entre Landiras et Villagrain. C'est à peu près le point zéro après de Pessac et du Médoc, parce que toutes les petites graves blanches qui se sont accumulées ici pendant 50 millions d'années sont après déversées quand le Médoc s'est effondré un petit peu plus loin. Donc on a une jolie croupe de graves profondes, type Villafranchien. Et si vous voulez, ce haut lieu, on y a toujours fait du vin. Et l'idée, c'était de retrouver sur ce lieu-là le goût du vin comme il était fait avec le phylloxéra. Alors vous comprenez bien que quand quelqu'un a des moyens, quand quelqu'un est puissant, il veut regoûter ce goût historique des vins de Bordeaux, ce goût qui a fait la renommée de Bordeaux, ce fameux vin fin. Et c'est ce qui vous a permis, notamment, en tous les cas, la construction de cette histoire, de justifier de la typicité de votre... Ah ben tout à fait. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut, si vous voulez, c'est comme si globalement on a fait des recherches pendant près de 10 ans. C'est comme si on avait retrouvé une partition de Mozart dans un tiroir à Vienne, qu'on aurait remis les instruments de Mozart. Alors on va peut-être pas jouer comme Mozart, mais on va faire du Mozart. On fera en aucun cas du Chopin. Là, c'est exactement la même chose. On a retrouvé les encépagements du vignoble, on a retrouvé les densités. On a 20 000 pieds hectares. On travaille tout en traction animale. On est franc de pied. Alors, je ne peux pas dire qu'on va faire le vin comme il était fait avant le phylloxéra exactement, mais de toute façon, on fera du vin pré-phylloxérique, on fera un vin fin.
Après, bien sûr, il y a des changements climatiques, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais on se rapproche quand même très très bien du vin fin. Et c'est vrai que cet anticlinal aussi, pour finir, est un lieu très petit, hein, ça fait 4 hectares, donc c'est vraiment un lieu défini comme étant très faible. Donc les gens qui veulent du Liberpatière, il y en a de plus en plus dans le monde, mais la quantité produite n'augmente pas. Donc de toute façon, à un moment donné, c'est le marché qui fait le prix. Un dernier mot, réaction sur cette slide, ça ne vous a pas échappé. La plupart de ces fortunes, pour ne pas dire toutes, sauf erreur de ma part, ont investi en Bordelais. Liliane Barton-Sartorius, vous êtes propriétaire en Bordelais. À votre avis, Bordeaux, d'ailleurs Patrick Bernard, vous pouvez réagir aussi, puisque c'est votre cas, attire à une capacité d'attraction particulière dans les grands vignobles du monde pour les investisseurs? Oui, mais nous, on est arrivés fin Oui, alors vous, 1600 il y avait en bateau, et alors aller en Bourgogne en bateau, c'est un peu plus difficile. Oui. Donc, oui, Bordeaux, en fait, on est venu parce qu'on avait des bateaux avec des marchandises, et il est arrivé à Bordeaux, mon ancêtre, il a trouvé que c'était tellement beau, tellement joli, donc il est resté ou a passé beaucoup de temps, tout en allant en Irlande aussi. Donc voilà, c'est pas forcément qu'on a choisi Bordeaux. Ça, c'était il y a quelques siècles, mais désormais, cette attraction que vos ancêtres ont connue perdure. Patrick Bernard, Bordeaux exerce toujours, alors on l'a vu encore ces dernières années, plus particulièrement avec les investisseurs chinois, mais Bordeaux attire particulièrement, oui ou non? Oui, absolument, mais vous savez, je pense que c'est le fruit du passé, à savoir que à Bordeaux, dès le départ, il y a eu une séparation entre la propriété et le négoce. Les propriétés produisaient et le négoce vendait dans le monde entier, à tel point du reste que les négociants achetaient des vins en barrique à la propriété et les emboutteillaient sous leurs étiquettes avec le plus ou moins le nom du château. Donc c'était une autre conception, mais du coup les propriétés ont été d'une taille dès le départ très importante. Oui. C'était des propriétés qui étaient organisées pour la production, et ce n'était pas des endroits où on vivait. Je parle surtout du Médoc, parce que Saint-Émilion et les Graves, c'est très différent. Mais le Médoc est quand même, si on part de Bordeaux et qu'on dit quelle appellation, quelle région, in fine, on finit toujours en Médoc, on finit toujours à Saint-Julien-Pauillac. Enfin bon, ça, je me suis amusé 1000 fois avec nos clients. Quand ils vous disent je veux un bon Bordeaux, vous dites ah bon, un 7 millions? Non, un bon Bordeaux. Ah bon, donc vous voulez un Médoc? Oui. Et en Médoc, vous voulez un Margaux? Non. Je veux un bon. Très bien. Saint-Julien-Pauillac, ça ne change pas. C'est ravi pour toi, Liliane. Mais donc les propriétés sont faites comme ça. Rappelez-vous cette publicité de Montrose, où c'était une photo du vignoble. On avait l'impression de voir Manhattan. C'était des avenues et des rues. C'est extraordinaire. C'était vraiment c'était structuré intelligemment pour produire du vin. Donc ce partage, et Bordeaux n'a jamais tué son négoce, contrairement au Languedoc qui a tué son négoce. Et en Bourgogne, le négoce n'est pas comme à Bordeaux. À Bordeaux, on est en open market. Les négociants de Bordeaux peuvent acheter les vins de tous les producteurs et les vendre dans tous les pays du monde et à tous les types de clientèle. En Bourgogne, un négociant, c'est un producteur qui a réussi. Il achète du raisin même. Ouais. Oui, non, mais en plus. Latifa Saïkouk, vous êtes en Bordelais pour votre histoire personnelle. Vous intéressez à d'autres vignobles, et si vous en aviez l'occasion un jour, ça vous intéresserait peut-être de... Écoutez, donc mes parents, quand ils sont arrivés donc, du Maroc en 72, donc, on a eu de la chance d'atterrir directement à Saint-Seurin-de-Cadourne, qui est une magnifique commune également, où il y a des beaux terroirs, de belles graves et d'excellents châteaux. Donc franchement, merci mes parents. Et oui, j'aurais aimé... Enfin, Monsieur Dupuis m'a toujours amené visiter chaque coin de la région, de la Gironde. Donc les Côtes de Bourg m'ont beaucoup plu. Donc l'endroit, c'est beau, c'est magnifique, c'est vallonné comme en Médoc. Enfin, vallonné, façon de parler. Mais c'est très joli, les Côtes de Bourg, c'est très bon. Sinon, depuis quelque temps, j'arrive à voyager un peu en France. Donc on fait toutes les régions un peu viticoles. Et c'est clair que du côté de Collioure, ça me plaît beaucoup. Allez, on passe au slide suivant. Alors, intitulé... attendez, est-ce qu'on a... Oui, chez Payette, oui, pardon. On a chez Payette. Alors, ça, c'est devenu la grande tendance de ces dernières années. Beaucoup de propriétés s'équipent de chais absolument extraordinaires. Vous en avez quelques exemples sur ce slide. Pas qu'à Bordeaux, d'ailleurs. La question que j'ai envie de vous poser, et je vous laisse réagir, c'est une condition
Pour la réussite aujourd'hui, une belle propriété se doit d'avoir un chai qui est souvent une originalité architecturale. Patrick Bernard. Je vais vous faire plaisir. Prenez Rayas, Château Rayas, en Vallée du Rhône. Prenez Henri Bonneau, en Vallée du Rhône. Il faut vous dire que les architectes qui ont fait les chais n'ont pas eu le premier prix d'architecture. Et pourtant, ça marche. Pourtant, la négation de tout ce qu'on entend aujourd'hui pour faire du vin, et pourtant, ils font des vins sublimes. Donc, l'outil technique est important. Vous savez, Pénaud disait, donnez-moi de bons raisins, je vous ferai du bon vin. Après, dans le chai, on ne peut qu'abîmer le vin. On ne peut pas l'améliorer, on ne peut qu'abîmer ce que le raisin contient. Donc, c'est un outil technique important. Par contre, pour moi, ça n'est que du marketing. On a besoin de se singulariser. Et encore une fois, il faut montrer combien on est plus beau, plus riche et plus intéressant que le voisin. Mais le chai, je crois que, par exemple, à Leuville-Barton, les chais n'ont pas beaucoup bougé depuis un certain temps. Et pourtant, le vin est d'une qualité remarquable, exceptionnelle et bien reconnu comme tel. Donc, le chai, pour moi, n'est pas une nécessité. On va vous écouter juste avant. Loïc Pasquet, pour vous, vous parlez beaucoup de la vigne, vous parlez beaucoup de la viticulture. Non, parce que je reviens à ce que disait M. Bernard. Il n'y a pas de grand vin sans grand raisin. Donc, tout se fait dans les vignes. C'est-à-dire que s'il y a un investissement à faire, c'est dans les vignes. Après, tout ça, c'est joli, c'est bien, mais ça ne fait pas des grands vins. S'il n'y a pas le lieu, s'il n'y a pas le bon outil, on ne fera pas des grands vins. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter le chai d'Henri Jaillet. C'était un garage. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas pour faire du vin, il faut pas grand-chose. Nous, notre chai, vous venez le voir, c'est 140 mètres en pierre. Enfin, on est loin de tout ça parce que bon, on n'est pas. Mais je pense que c'est d'abord un outil technique. Et si on n'a pas de grands raisins, de toute façon, c'est pas le chai qui fera un grand vin. Ça, j'en suis convaincu. Liliane. C'est-à-dire, je veux revenir pareil quelques années en arrière quand même. Dans les années 50-60, par exemple, quand mes parents venaient passer le week-end à la campagne, s'il pleuvait, il fallait y aller avec des seaux pour récolter l'eau. Donc les propriétaires à l'époque se sont surtout occupés à faire ce qu'ils pouvaient pour les chais, c'était l'outil de travail. Ne pas oublier que, pareil, les propriétaires, ils ne se payaient pas, ils ne pouvaient pas se payer. Donc, on payait le personnel, on s'occupait des chais, et puis les bâtiments venaient ensuite. Donc, et depuis quelques années, les choses ont beaucoup changé. Dans un sens, c'est très bien. Nous avons également maintenant beaucoup plus de gens qui venaient visiter. Autrefois, c'était le courtier qui venait à cheval. Il prenait l'échantillon, passait 2 jours pour rentrer à Bordeaux et personne ne venait voir les chais. Maintenant, il y a presque le monde entier qui veut venir voir les chais, donc pourquoi pas essayer de les épater un petit peu. Mais comme dit ça participe Patrick, de l'expérience. Les nôtres n'ont pas beaucoup changé. Louis, parce que vous voulez réagir? Non, je veux dire, bon, les gens, bien sûr, viennent faire de l'onotourisme. Est-ce que c'est ces chais-là qu'ils veulent voir ou est-ce que c'est des chais comme en Bourgogne, au milieu d'un village, le village bien restauré? C'est une question. Probablement les deux. Enfin, ou en tous les cas, la diversité. Allez, slide suivant. Parce que tout ça, c'est bien beau, mais il y a aussi l'envers du décor. On parle souvent, lorsque l'on discute et que l'on évoque le vin, de ses mythes, de ses réussites, de ses gloires, si je puis dire. L'envers du décor, c'est aussi une réalité économique, parfois plus difficile. Alors, on a eu du mal à trouver des chiffres précis sur les faillites, sur la difficulté des exploitants. Pourtant, on le sait et on en parle souvent, c'est un métier difficile. Latifa Saïkouk, un mot là-dessus. Vous, ça a été dur de démarrer Parlez-nous un peu de vos débuts. Et dans les débuts, donc déjà, je me suis installée en 2006, donc en chai particulier, bien sûr. Et 2006, ce n'était pas une année extraordinaire. Hein. Il y avait du raisin, beaucoup de raisin, même si on faisait les travaux aux vignes à éclaircir, faire tomber. C'était pas une année superbe. Et puis moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait que je fasse appel à un négociant pour vendre mon vin. Donc j'attendais en fait que le négociant passe, pensant qu'il savait que j'étais là. Non, j'ai attendu longtemps. Avant ça, c'est votre histoire personnelle, mais vous en parlez quand même avant. Le jour où vous décidez de vous lancer, on vous met pas en garde, on vous alerte pas sur les pièges entre l'attraction d'une part et la difficulté du quotidien d'autre part? Bah si, j'étais au courant de tout ceci parce que bon, j'étais en cave coopérative avant et je voyais déjà comment la cave fonctionnait. Bon, c'était pas tous les jours, voilà.
Et puis j'ai dit non, moi, il faut que je me lance un challenge, il faut que je prouve indirectement ce que je savais faire et ce que j'aimais faire surtout. Ce que j'aimais faire, c'est travailler la terre et les vignes. Un peu plus de 10 ans plus tard, l'évolution des années, au fur et à mesure, l'expérience vous a aidé, si je puis dire, à mieux rentabiliser votre... ou c'est en dents de scie, c'est toujours difficile. Vous êtes une vigneronne dont on parle quand même. Oui, ça je m'en rends bien compte. Mais c'est vrai que ça a été difficile au départ. Et quand j'ai décidé donc de faire du vin, j'ai commencé par 2000 bouteilles. Donc 2000 bouteilles à vendre, c'était chaud pour moi déjà. Ouais. Et tout vendre au négoce en vrac. Et ensuite, j'ai eu l'idée donc de faire une étiquette assez atypique qu'on reconnaît de loin, et avec des vins plaisir. À l'époque, on ne parlait pas de vin plaisir encore. Donc j'essayais de faire un vin que j'aime boire. Et ça a marché? Et ça a marché. D'accord. Donc les années sont moins difficiles aujourd'hui qu'à vos débuts? Moins difficile qu'au début, oui, mais Oui. toujours quand même un peu délicat parce que D'accord. je suis partout. Toujours délicat. Vous l'expasserez, on se dirait 6 000 € la bouteille, il n'y a pas trop de soucis. Non, bah, pour l'instant, il n'y a pas de souci. C'est pas on est sur une stratégie bien à part. Mais si vous voulez, moi, je vois ça d'une façon plus globale. À mon sens, le drame, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on a fait de Bordeaux en général des vins plus ou moins industriels. C'est-à-dire que même quand en 2011, le CIVB sort une communication qui a coûté 67 millions d'euros, soi-disant, en expliquant qu'à Bordeaux, c'était des châteaux en vin. Je trouve que cette uniformisation du goût est dramatique et les vignerons ne peuvent pas vivre si on fait croire que de la pointe du Médoc jusqu'au sud de Langon, les merlots et les cabernets ont le même goût. Un vigneron pourra se différencier s'il valorise son lieu. La notion de climat de Bourgogne me plaît bien parce que là, on est vraiment sur un savoir-faire, sur des parcellaires. Le vigneron peut vivre s'il peut défendre un goût, s'il a quelque chose à défendre par rapport à ses confrères. Si on fait croire encore une fois, que le merlot a partout le même goût, le vigneron est en difficulté. Quand le négoce arrive, le négoce lui dit écoute, si tu veux pas me vendre ton merlot à tel prix, ton voisin le vendra et c'est parti. Et donc là, on va vers une escalade en permanence vers le bas, parce qu'on a oublié cette notion de terroir à Bordeaux, qui, à mon avis, il faut remettre très très vite en place. Et là-dessus, on a besoin de l'INAO, de nous redonner des outils pour pouvoir travailler. Parce qu'on n'a pas le droit au cépage ancien, on n'a pas le droit aux haute densité. Il y a plein de choses qu'on n'a plus le droit de faire. On peut simplement produire des vins normés et industriels. Et c'est là qu'à mon sens, il y a du travail à faire. Et c'est le consommateur qui va le demander, de toute façon. Liliane Barton-Sartorius, Patrick Bernard, je vous laisse réagir. Vous êtes adossé à des organisations, des entreprises familiales qui sont établies, on l'a dit, depuis des décennies, des siècles, vous, des histoires plus récentes, mais tout de même, le regard que vous portez sur ce qu'on est en train de discuter, le métier de vigneron, le monde de la vigne, difficile, vous le conseilleriez à quelqu'un qui veut se lancer et qui n'est pas de la partie? Forcément, c'est un des plus beaux métiers du monde. Je l'ai choisi, c'est mon 3e métier, je l'ai choisi, et j'avoue que je l'ai quitté maintenant parce que j'avais l'âge de m'arrêter, et je l'ai transmis à 2 de mes enfants pour l'affaire de négoce. Il y en a un qui s'occupe de l'Europe et l'autre qui est aux États-Unis, et ils sont braves et enchantés. Et j'ai 2 autres enfants qui m'ont dit donc papa et moi, et nous, en rigolant parce qu'ils avaient déjà des activités. Mais non, vraiment, c'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant parce qu'on le fait avec passion. Et on ne peut pas le faire sans passion. Et ce que vous avez dit tout à l'heure est très important, c'est qu'on aurait pu vous dire qu'il ne fallait surtout pas y aller. Vous aviez envie d'entreprendre, vous aviez envie de réaliser un challenge, vous y seriez allé quoi qu'on vous dise. Et on a dû vous dire que vous n'aurez pas de rentabilité avant X années, et vous diriez, mais moi je me débrouillerai à l'avoir avant. Et malheureusement, généralement, les statistiques qu'on vous donne sont assez justes. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour nous, c'était le cas. Non, mais je suis entièrement d'accord. Si vous aimez le vin passionnément, allez-y, foncez. Tous les ans sont différents, toutes les périodes de l'année sont différentes. Vous rencontrez des gens de milieux totalement différents qui ont la même passion que vous de vin, même s'ils ne sont pas dans le vin. Par contre, ouais, si vous aimez l'argent, cherchez autre chose. Justement, moi, c'est grâce à un monsieur que j'en suis arrivée là, donc c'est à monsieur Dupuis, et surtout à une personne de Saint-Srin-de-Cadourne, monsieur Jean Gautreau. Qui vous a poussé? Il m'a poussé parce que c'est un vrai vigneron lui aussi. Et il n'avait pas tort. Une fois de plus, il ne s'est pas trompé. C'est le seul qui a fait les 3 métiers. Il a été propriétaire, négociant et courtier. Il n'y en a que 2 à Bordeaux qui ont fait ça. Allez, on passe au 2e temps de notre débat sur la partie compta et finance. Et j'appelle notre
Acolyte Jérôme Baudouin qui va nous commenter quelques chiffres justement sur les coûts de production de la danseuse. Jérôme, on Bonsoir. t'écoute pendant que j'installe ton siège à côté de moi. Bon, on va revenir à la réalité des chiffres. Et tout d'abord, je voudrais commencer par un petit dicton bordelais qui dit que pour faire une petite fortune dans le vin, il faut en avoir une grosse au départ. Ça vous donne à peu près la difficulté voilà, de réussir dans le vin. Alors, je vous ai préparé un petit tableau qui vous donne 4 exemples de vins. Un entrée de gamme Bordeaux supérieur, avec le prix moyen à l'hectare, le coût de production. Alors, dans le coût de production, c'est la production du raisin et la vinification et la commercialisation. On n'entre pas dedans les coûts, les prêts des chais. Là, on reste vraiment sur la coût de production du vin en lui-même. Et donc, vous voyez un prix de sortie moyen de 1,95 €. On prend un Saint-Émilion Grand Cru, où là, le foncier est 10 fois plus cher. Et là, on arrive à un coût de production. Évidemment, les densités ne sont pas les mêmes de plantation. La main-d'œuvre n'est pas la même, il en faut plus. Et donc, on arrive à 6,71 € si on fait un élevage en barrique. Et pour un prix de sortie, vous voyez, à 7,80 €. Donc, on gagne un tout petit peu plus d'1 € par bouteille. Et si on passe en Saint-Émilion Grand Cru, alors là, j'ai mis un bio pour être un petit peu plus compliqué. Là, le foncier, il est encore plus cher. Hein. On multiplie encore par 10, hein, même un peu plus. Par 11, on est à 2,3 millions d'euros l'hectare en moyenne. Coût de production, 14,50 €. Là, c'est sur une belle année avec un rendement très correct. Et pour un prix de sortie, toujours sur cette belle année, à 20 €. Donc, vous voyez que la rentabilité est un petit peu supérieure, mais ce n'est pas non plus extravagant, puisque sur un Saint-Émilion Grand Cru classé, il y a des investissements notamment dans des chais, dans des châteaux. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de l'onotourisme et de la valorisation du lieu. Et puis enfin, je termine par un Saint-Émilion Grand Cru classé A. Vous en avez 4 à Saint-Émilion. Je vous laisse imaginer à peu près lequel ça peut être. Là, on est sur une valorisation foncière de 15 millions d'euros l'hectare. Pour un coût de production, évidemment, qui est à peine plus élevé que Saint-Émilion Grand Cru classé, c'est-à-dire à 28,56 €, et pour un prix de sortie, évidemment, à 272 €. Donc, on vend la bouteille 10 fois plus cher que ce qu'elle ne coûte. Mais là, évidemment, comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'intègre pas les prix d'investissement dans un chai. Alors, évidemment, quand on a un vigneron qui a un ego, on va dire, qui se manifeste par la beauté de son chai et qui veut un chai similaire à celui de Versailles, et bien évidemment, ça grève un peu la rentabilité. Voilà, ça vous donne un petit peu la réalité du vignoble. Et là, on est resté sur une seule appellation. On aurait pu aller à Sauternes, où là, la difficulté est encore plus grande puisque les rendements sont très faibles. On est à 10 000 pieds hectares et le vin se vend encore moins bien. Voilà, je rejoins la table et on va en discuter par la suite. Alors, première réaction, Jérôme, ces chiffres peuvent surprendre parce que ce n'est pas nécessairement ce que l'on a en tête lorsqu'on lit dans la presse courante le prix du foncier. On a généralement, moi j'ai en tête 2 millions d'euros l'hectare dans les grandes appellations médocaines ou à Saint-Émilion. Alors là, quand je lis 15 millions d'hectares, je me dis on est largement au-dessus. Alors oui, parce que c'est un premier Grand Cru classé A. C'est tout à fait différent. Vous avez eu une vente à la fin de l'année dernière qui est Trollon-Mondo, un premier Grand Cru classé B, donc inférieur, qui s'est vendu environ 8,5 millions d'euros l'hectare. L'hectare, oui. Donc ça vous donne à peu près la valeur du... et là, bon, moi, c'est des chiffres que je détiens par une banque d'affaires qui est très impliquée dans les transactions viticoles. Et sur un premier, on est plutôt aux alentours de 15 millions d'euros l'hectare. Oui, donc on peut s'interroger là aussi, pour ces grands noms, la rentabilité finalement est peu ou prou identique en fonction du ticket d'entrée, qui est moins élevé pour une propriété de moindre renommée. Mais vu le ticket d'entrée ici... Alors, oui, alors il y a un deuxième facteur qu'il faut quand même intégrer. C'est-à-dire que là, je vous donne des chiffres bruts. Effectivement, quand on voit 15 millions d'euros l'hectare, c'est à la condition de vendre la propriété. Mais cette valorisation de l'hectare, elle entre surtout dans les droits de succession. Et quand un propriétaire a un Grand Cru classé, même A ou B, peu importe, et qu'il ne veut pas vendre sa propriété, qu'il veut la transmettre à ses enfants, les droits de succession sont basés sur la valeur foncière de ces crus-là, des voisins. Et là, ça devient très, très compliqué. C'est la raison pour laquelle, en Bourgogne, il y a énormément de propriétaires qui renoncent à transmettre à leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens, surtout que les volumes sont très faibles. Et là, tout à l'heure, Patrick en parlait très bien sur le prix de l'ouvrée en Bourgogne.
Ce qu'il faut voir, c'est ça. C'est pas tellement la valeur faciale du foncier, c'est derrière ce que ça engendre pour transmettre à ses enfants, si on a des enfants qui veulent reprendre derrière la propriété. Là, ça devient très, très compliqué. Bien sûr. Patrick, vous voulez Je vais réagir? même vous dire une chose. Millésima est propriétaire de 2 crus bourgeois en Médoc. On a 30 hectares en Haut-Médoc et on avait, quand on a acheté la propriété en 98, 4 hectares et demi de Pauillac. J'ai eu la possibilité, entre 98 et 2005, de racheter 2 hectares 8 de plus En Pauillac. en Pauillac. On a payé 900 000 € les 2 hectares 8. Et donc, quand on est cru bourgeois, on a un plafond de verre. Excusez-moi, mais je ne suis plus dans un cadre normal. On a un plafond de verre qu'il est très difficile de dépasser. Et on a vendu notre 2016 15,50 €, qui est vraiment le maximum qu'on pourra vendre pour un cru bourgeois de Pauillac, de qualité, parce qu'il y a les deuxièmes vins, des grands, des trucs et des machins. Le prix accepté par le marché, c'est ça et pas autre chose. Eh bien, le prix de l'hectare de Pauillac étant monté à 2,4 millions, j'ai trouvé sage, même si ça me faisait très très mal, de vendre ces 2 hectares 7, parce que ça représentait 5,9 millions. Bien sûr. Et que, vendant 15,50 €, je suis désolé, mais j'étais incapable de rentabiliser cet argent. Par contre, chez Millésima, on est implanté on a 100 000 clients dans 120 pays, on a des dépenses marketing importantes pour développer notre marque dans chaque pays, et on avait une possibilité de beaucoup mieux affecter des ressources, parce qu'elles ne sont pas inépuisables, d'affecter des ressources. C'était mon rôle de chef d'entreprise d'arbitrer entre les différentes composantes du système. Mais c'est désespérant, parce que franchement, je n'étais pas venu là pour faire ça. Il nous en reste toujours 4 hectares et demi. Je vais vous laisser réagir sur ces points. Slide suivant, excellente transition avec ça, sur le prix de revient d'une bouteille de Bordeaux. Alors ce que l'on voit ici. Jérôme, non. Ouais, je veux bien les commenter, mais je les ai même pas vus, ces chiffres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien, c'est sympa. Ouais, je vois 1,06, mais j'arrive pas du tout. Excuse-moi, mais j'arrive pas. 1,0652. Ça a été tiré de où, ça? C'est date de quand? 2013. 2013. Québec, 2013. Bon, allez, on passe. Je reviens sur le prix du foncier. Je voulais vous entendre réagir, là, Loïc Pasquet et Liliane, sur ce sujet en particulier. Est-ce que aujourd'hui, l'évolution, les effets spéculatifs sur le foncier affolent? Et à votre avis, est-ce qu'on va pas trop loin? Nous, ça nous arrange pas du tout. C'est très bien de voir les châteaux qui étaient des ruines et de voir des institutionnels avec beaucoup d'argent refaire des jolis châteaux, parce que c'est dommage de voir des ruines. Mais ça augmente faussement le prix du foncier parce qu'il n'y a aucun retour, même dans les premiers crus classés, aucun retour sur investissement logique. Donc, ça ne les vaut pas, ils ont de l'argent à placer, très bien. Mais nous, j'ai beaucoup de chance, j'ai 2 enfants qui me suivent et qui sont dans le vin. Ma fille est œnologue et mon fils est à Kedge, justement. Et maintenant est dans le côté business, marketing, etc. Oui, la succession, il faut bien réfléchir parce que, bon, qu'avec 2 enfants, on n'en a pas 10, donc ça va, mais on aurait 10 enfants, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être assez impossible d'assurer une succession de nos jours en France. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est-à-dire qu'en l'espace de 15 ans, il y a eu une inflation du prix du foncier qui est considérable, c'est-à-dire que jusqu'à il y a une dizaine d'années, une génération pouvait payer les droits de succession de la suivante. Et aujourd'hui, sur des crus comme ça aussi exceptionnels, c'est totalement impossible. Et là, ça devient très compliqué. C'est pour ça qu'en fait, beaucoup de propriétés aussi changent de main, arrivent dans les mains d'institutionnels
et quitte des mains familiales, en fait, des familles. Hein. Loïc, un commentaire là-dessus, parce qu'évidemment, si demain vous deviez mettre en vente vos 4 hectares, compte tenu de la valorisation de vos bouteilles, j'imagine Non, parce que que... c'est sur le foncier des Foncier voisins. qui compte. Oui, donc je suis relativement tranquille. Oui, mais non, mais je C'est veux sur dire, le foncier des voisins. le prix des vins produits a nécessairement, aurait nécessairement aussi un impact sur... Aura pas d'impact sur l'héritage. Non, je ne parle pas Ouais, d'héritage, je ouais. parle de la valorisation de votre foncier. Ah, sur la valorisation du foncier, je ne sais même pas si on peut, la valorisation du foncier. Le fisc va se caler sur le prix de vente de mes voisins. Enfin, Voilà, en fait, attention, les droits de succession sont calculés donc via les indications de la SAFER sur les dernières transactions à l'échelle d'une appellation ou d'une région. Donc, donc dans les Graves, par exemple, si le prix moyen des terres se fait à, on va dire, je sais pas, 30 ou 40 000 euros, eh bien, la valorisation foncière de son cru, même s'il vend ses bouteilles 6 000 euros, ce sera 30-40 000 euros. la seule solution pour valoriser ce lieu serait de créer une appellation. Bien sûr, Et cette appellation-là, oui, pourrait être valorisée. d'accord. Parce que les châteaux que l'on voit vendre à plusieurs millions d'euros, je pense que ceux qui le rachètent font le pari qu'ils les revendront de toute façon plus cher parce que c'est des lieux uniques. Quoi qu'on ait, c'est des places uniques. Il y a de plus en plus de personnes puissantes, de plus en plus de personnes riches qui voudront des outils pour se démarquer. Et il y aura un château, il n'y en aura pas deux, il n'y en aura pas trois, il y aura un lieu. Il y a un effet inverse aussi. Il faudrait après, on n'est pas long, mais un exemple criant. On est hors Bordeaux, à Saumur. Martin Bouygues décide de racheter le Clos Rougeard, un des vins les plus extraordinaires au monde. Patrick connaît. Il rachète le Clos Rougeard, 14 millions d'euros. C'est un cru qui fait 11 hectares, donc on est un peu plus de 1,3 million d'euros l'hectare. Sachant que la valeur foncière sur l'appellation Saumur était aux alentours de 70 80 000 euros. Cette vente a une incidence sur les droits de succession de tous les propriétaires de l'appellation. Et là, ça a fait bondir les droits de succession des voisins. Ça change complètement parce que ça les change règles du complètement. jeu. Voilà. Alors, il faut attendre qu'il y ait plusieurs ventes sur les années qui suivent pour lisser en fait ce prix de vente pharaonique et faire retomber un peu le soufflet. Mais les gens qui vont devoir transmettre dans les 2 ou 3 années qui viennent à Saumur, l'indication va se baser sur cette vente-là, s'il n'y en a pas d'autres. Latifa Saïkou, vous voulez réagir? Là, c'est des prix astronomiques. Pour vous, si vous vouliez tendre votre vignoble, c'est un frein incroyable. C'est infaisable même par chez nous à Saint-Seurin. C'est infaisable, même si on reste encore assez correct quand même par là-bas. Il y a des vignes qui se négocient à 150 quand même. Donc s'installer à Saint-Seurin est devenu impossible aujourd'hui. Difficile. Très recherché. Oui. Justement, nous avons M. Magret qui est là aussi, qui saute sur tout ce qui bouge, on va dire, indirectement. Et c'est vrai que donc d'un côté, il y a une valorisation du foncier, de l'autre, au-delà des droits de succession, il y a l'incapacité aux passionnés qui voudraient s'agrandir, qui voudraient entreprendre, de ne pas le faire. C'est vrai, donc qui vous pousse, c'est toujours à regarder sur d'autres vignobles et qui pourraient vous amener à sortir de Bordeaux, puisque c'est plus accessible. D'où mon installation en Médoc en 2001. À cette époque. À cette époque où j'ai acheté des terres à 200 000 francs à l'époque. Donc il y avait 3 hectares. Et il fallait planter, il fallait créer. C'est là où j'ai créé donc, le domaine Saïkou, c'était en 2001, sur Ordonac. Allez, troisième temps, on a déjà un peu parlé de thèmes sur la fiscalité, les droits de succession, mais pas que, et sur les questions d'égo. Alors, les motivations réelles pour investir dans le vin, Patrick Bernard, vous l'évoquiez tout à l'heure, le reflet, l'image véhiculée par le vin fait que des gens investissent plus facilement dans le vin que dans autre chose. Slide suivant, pour voir quelques visuels. C'est un signe de reconnaissance sociale. Vous le disiez, vous êtes d'accord avec ça, et c'est une évidence? Pour moi, le problème n'a pas été du tout cette approche-là. C'est peut-être parce que je ne suis pas bordelais d'origine. J'ai une grand-mère aussi irlandaise, nul n'est parfait, vous savez. Mais sinon, ma famille arrive de Lille. Et quand on est arrivé à Bordeaux, c'était la ville du vin. Et je trouvais que vivre à Bordeaux sans travailler dans l'activité de la ville, il y avait quelque chose qui me manquait. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer une affaire de négoce, parce que ça nécessitait moins de... Enfin, je pensais, bêtement, qu'il fallait moins de capitaux pour être négociant que pour être propriétaire. Mais comme en l'occurrence, on a 2,5 millions de bouteilles en stock, et uniquement des grands crus glacés,
les capitaux sont assez importants également, Ouais. je dois dire. Mais, mais c'est vrai que c'est pareil, c'était le goût de créer quelque chose qui corresponde à ce que j'aimais et, en plus de partager la vie, de partager complètement la vie et les préoccupations des gens de la région. Ça, c'est votre histoire. Plus largement, le constat que l'on peut faire, Liliane, je voudrais vous entendre là-dessus, c'est que le vin, on l'a vu tout à l'heure, attire les grandes fortunes. De gens qui n'en sont pas issus investissent dans le vin. Pour la petite histoire, lorsqu'on préparait ce débat, on a regardé, on a comparé les chiffres de rentabilité dans les différents métiers de l'agriculture française. Là où c'est le plus rentable, alors certes à un petit degré, d'ailleurs la viticulture n'est pas la moins rentable, loin s'en faut, hein. C'est l'élevage de bovins. Et curieusement, il y a moins de grandes fortunes à investir là-dessus. Donc, et cette image, on la retrouve, on parle de Bordeaux, on la retrouve en Bordelais, on la retrouve en France, on la retrouve un peu partout dans le monde. Il y a quand même dans le vin un reflet, si je puis dire, d'une espèce de reconnaissance sociale très importante. Loïs Pasquet, vous... Non, mais moi, je pense que le vin, d'abord, c'est d'abord un produit culturel, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose que l'homme fait depuis 12 000 ans, et c'est sûr que c'est plus un produit, c'est pas simplement qu'une boisson alcoolisée, il y a quand même 12 000 ans de savoir-faire derrière, c'est quand même l'un des plus vieux métiers du monde. Donc c'est quelque chose qui est respecté, c'est quelque chose qui est compris. Bien sûr que d'avoir un vignoble, pour certaines personnes, c'est important, mais c'est surtout protéger quelque chose qui nous a été transmis depuis de nombreuses générations, et il faut y faire très attention. C'est quelque chose qui est intemporel, et il faut le garder tel quel. Il va falloir voir quand même si maintenant que l'ISF a été supprimé sur les placements, si beaucoup de gens continueront à acheter des propriétés intermédiaires et vers supérieures, parce que beaucoup ont acheté ça quand ils avaient vendu leurs affaires pour faire un placement et être exonérés d'ISF, puisque c'était outil de Il y a un travail. avantage fiscal. Ça, c'est vrai pour les Français, mais les étrangers qui achètent en France, ils font Oui. plus pour un D'accord. un Alors achat. parlons c'est des marginal. Français qui investissent en Oui. France. Il y en a Jérôme peut-être de plus en Baudouin, plus. la défiscalisation dans le vignoble, ça représente un intérêt pour les investisseurs. Ah oui, tout à fait. Oui. À partir du moment où ils tirent leurs revenus de la vigne. Parce que vous pouvez avoir des parts dans un vignoble, mais si vos revenus principaux, par exemple, vous êtes médecin, vous avez votre famille qui a un vignoble, vos principaux revenus viennent de vos consultations en tant que médecin, vous allez être assujetti à l'ISF. Et alors que vos frères qui travaillent ou vos sœurs qui travaillent dans la vigne, eux ne seront pas assujettis à l'ISF parce que vos revenus principaux ne proviennent pas de la vigne. D'accord. Même si vous avez des parts dans le vin. C'est la raison pour laquelle il faut redonner des dividendes aux enfants ou qui ne sont pas justement pour payer l'ISF, pour compenser l'ISF qu'ils pourraient payer sur les parts viticoles. On trouve toujours quand même, de la part de ces fortunes, un intérêt pour le vin pour des raisons de défiscalisation. En dépit, oui, hein, on le retrouve. Et dans certains vignobles plus que d'autres, j'ai en tête aussi, il y a beaucoup de mouvements d'investissement de ce type en Provence, où on investit dans le foncier, alors à proximité ou non du littoral, on réunit des avantages, quoi. Une localisation, la production de vin, le charme, on parlait du charme bordelais, mais le charme de la Provence aussi existe. On a d'ailleurs l'ancien dirigeant des patrons français qui a qui a été très bien conseillé d'ailleurs. C'est-à-dire Monsieur Gattaz, qui s'est acheté une propriété donc, dans le Luberon. Oui. On lui a conseillé, parce qu'il rêvait de faire du rosé de Provence, puis quand il est arrivé dans le Luberon, qu'on lui a dit non, vous êtes en Côte-du-Rhône et vous ne pouvez pas faire du rosé de Provence, là ça a été un peu la catastrophe pour lui. Liliane voulait réagir sur ce sujet, sur l'avantage pour ces investisseurs défiscalisation de l'action. Alors là, on est loin de la passion de Latifa évoquée tout à l'heure. Hein. On est vraiment sur un mécanisme. Je pense que... Oui, enfin, comme j'ai dit, je pense que c'est les sociétés qui ont fait ça parce qu'ils devaient placer, etc. Mais je pense que les grands qui ont acheté les grands châteaux, même s'ils ont beaucoup d'argent, bon, peut-être que c'était heureusement, ils ont pu défiscaliser, mais je pense que ils ont fait ça parce qu'ils aimaient. C'était pas la motivation principale. Ils aimaient le vin. Bon, après, il y en a certains qui, mon copain en a un, donc il faut que j'en ai un aussi, etc.
Je pense que oui, ça c'est que les Français. Après, quand on prend les étrangers, il y en a certains, oui, c'était romantique, c'était sympa, et il y en a d'autres, bon, c'était assez utile pour sortir leur argent du pays concerné. Oui. Mm. Euh, C'est la particule du XXe siècle, hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on pouvait encore s'acheter une particule, hein. Vous avez des barons qui ont eu une particule Des achetée Anglais, sous l'Empire. Et au XXe siècle, On acquiert quelque une part, propriété. quand on a une propriété viticole, un cru classé, ça offre une stature comme une chasse en Sologne, quoi. En fait, il y a quelque chose de... On entre dans la grande bourgeoisie, on assied sa fortune dans l'intemporalité. Absolument. Et ce que je disais, alors Loïc, sans faire ombrage à ce que vous disiez, le vin, c'est quand même plus reluisant qu'une autre activité. Il y a un côté noble, si je puis dire, compte tenu de l'histoire, la tradition, certainement, de ce que vous disiez. Ah, mais tout à fait, je pense que quand même ceux qui investissent dans le vin, enfin dans les vignobles, ont quand même il y a ce choix culturel quand même du vin, tout à fait, ça c'est indéniable. Parmi les grands investisseurs, d'ailleurs, aussi, alors je ne sais pas quels avantages ils en tiraient, mais Jérôme, corrigez-moi si je me trompe, je crois qu'ils y étaient contraints. Il y a les assureurs, les compagnies d'assurance qui ont beaucoup investi dans le vignoble. Oui, ça, évidemment, les zinzins, ça, c'est une règle. En fait, les assurances ont une obligation de placer 20% des actifs qu'ils gèrent dans du foncier. Alors, du foncier, ça peut être du bâtiment, de la forêt, des prés à vaches s'ils ont envie, hein, et de la vigne. Et la vigne, l'intérêt, c'est que d'abord, en termes d'image, c'est plutôt valorisant. Ça mobilise des fonds considérables sur une toute petite surface, et c'est un investissement à long terme. Et donc c'est la raison pour laquelle, en fait, dès les années 80, c'est une loi qui est apparue à la fin des années 80, et vous avez un premier acteur de l'assurance qui était Claude Bébéard, le patron d'AXA, Ouais. grand passionné de vin, ami intime d'enfance de Jean-Michel Cazes, qui a investi le premier dans le vignoble, donc avec Pichon Baron, Petit Village, Suduro, Quinta de Noval, enfin bref, toutes les propriétés qu'aujourd'hui AXA Millésime gère. Et puis les autres ont suivi. Et les autres ont suivi. Mais ça a été le précurseur. Ça a AXA été vraiment le était- précurseur, oui. D'accord, avec de grands domaines. Slide suivant. Alors, on prolonge là-dessus. Liliane Barton-Sartori, je voudrais poser une question, pas sur la Dolce Vita, mais qui me turlupine dans cette histoire de saga, si je puis dire, familiale, que l'on retrouve dans le vin comme ailleurs, mais aussi dans le vin. On a commencé d'ailleurs avec ça. Vous en êtes une de longue date, si je puis dire, 1725, je le rappelais en préambule de ce débat. La transmission familiale, entre guillemets, c'est une obligation. Vos enfants, compte tenu de ce que vous avez construit, génération après génération, s'ils ne suivaient pas, vous le verriez d'un mauvais œil. Oh, mes enfants, je leur ai toujours dit qu'est-ce que vous voulez faire, parce qu'il n'y a rien de pire que de passer sa vie à faire un métier qu'on n'aime pas. Oui. Heureusement, les deux voilà, sont ravis. Ma fille, comme je dis, œnologue, est ravie, et mon fils, après avoir passé des stades à faire vouloir dans sa tête faire autre chose, il est revenu très vite dans le vin aussi. Donc j'ai beaucoup de chance. Et je pense qu'ils ont aussi cette envie de transmission. Ils n'ont pas d'enfants, mais je pense que dans leur tête, c'est tout à fait ça. Mais je dis aussi que ça devient de plus en plus difficile. De plus en plus difficile. Tifa Saïkou, Loïc Pasquet, sur vous qui êtes au démarrage, si je puis dire, de ce qui pourrait être une histoire familiale, vous y pensez, ou en tous les cas pour vous, si vous pourriez transmettre ça, ça serait la suite naturelle ou pas du tout nécessairement? Bah, pour l'instant, j'y pense pas. Hmm, Donc, j'essaie de m'en sortir comme je peux. Et puis, pour l'instant, j'y pense pas. Franchement. D'accord. Loïc, vous avez des petits-enfants, c'est ça, hein, Ah, des j'ai jeunes moi, j'ai enfants. des tout petits Tout enfants, petits. j'ai 2 petites filles qui ont 2 ans et demi et 9 mois, donc c'est pas tout Ouais. à fait opérationnel. J'en sors une juste des couches, donc on n'est pas encore. Mais il est certain que si demain l'une des deux me dirait papa, je veux reprendre, je serais bien sûr très content, parce que finalement on fait ça quand même pour elles, c'est leur garantir. C'est quand même un métier de passion, on a quand même la chance de faire un métier qui est fabuleux, on voyage beaucoup, on travaille dans les vignes, enfin c'est vraiment lié à notre culture, c'est passionnant la vigne, hein, c'est vraiment superbe. Et si demain il y en a une des deux qui pourrait me dire, ou même les deux, je vais reprendre, bah, écoutez, je pourrais partir en paix, ça c'est certain. Pour moi, c'est l'objectif, oui. Patrick Bernard, vous aussi, c'est une histoire familiale. C'est important la famille dans la construction dans ce que vous transmettez. Pour nous, la famille s'est bâtie comme ça parce que
à Lille, on était distillateur d'alcool depuis très très longtemps, donc cette notion de transmission familiale est forte. Et à Bordeaux, c'est mon grand-père qui est venu et qui a créé quelque chose en 1928, donc on vient de fêter les 90 ans de cette société. Donc on a une chance, c'est que on a une faiblesse et une chance. On est un groupe avec 3 branches, une branche alcool, une branche propriété et une branche négoce de vin. Et on est 400 actionnaires. Donc ça peut sembler une faiblesse parce que le plus gros actionnaire, c'est la holding que j'ai créée avec mes 2 frères. Et nous avons à peine 20% du capital. Donc nous sommes tous au débattant de droit divin. On a un conseil d'administration avec des représentants des salariés, avec des administrateurs non actionnaires. Donc on a une gouvernance quasiment de société cotée. Et d'un autre côté, c'est un énorme... Donc c'est quand même une contrainte pour une société d'une petite taille parce que ça nécessite d'avoir des organes un peu surdimensionnés par rapport à mes chers confrères. Et c'est aussi une force extraordinaire parce que nous sommes beaucoup plus sereins sur les problèmes de transmission parce que ce sont des actions qui se revalorisent. Mais on va pas remettre tous les ans, tous les 25 ans, on ne va pas être obligé de racheter Domaine de Chevalier et de racheter Pérabon et la Fleur Pérabon comme sont obligés de faire les propriétaires au moment pour payer les droits de succession. C'est ce qu'on considère que c'est un rachat de la société, de la propriété qu'il faut faire tous les 25 ans pour payer les droits. Donc, on a cette chance, nous, d'être sortis, mais d'un autre côté, c'est vrai aussi que je suis le fils de mon père et le petit-fils de mon grand-père dans cette société. Mon père, il bossait, et donc pour nous, c'était une joie. Donc lui était dans la branche alcool, et puisque c'est moi qui ai créé la branche négoce de vin, et mes enfants ont vu mon métier aussi, sont tous très attirés par le vin. Et quand il y en a 2 qui ont eu envie d'y entrer, j'avoue que j'étais le plus heureux des hommes et je suis parti avec une sérénité totale à la retraite. Je suis assez d'accord. J'aimerais, il y a 2 points, parce qu'on parle d'investissement, de transmission, il y a 2 points que j'aimerais rappeler quand même, qui me semblent quand même fondamentaux dans le vin. C'est que la viticulture, ça reste un métier agricole. On est soumis aux aléas de la nature. Et la grêle, le gel, enfin bref, on l'a vu en 2017. Et ça, c'est un premier point. Et beaucoup d'investisseurs qui viennent de l'extérieur ne se rendent pas compte de ça. Il y a un autre point qui je vois, moi, poindre de plus en plus. C'est vraiment assez intéressant à voir avec ces néo-vignerons qui débarquent dans le monde du vin, qui sont habitués à des économies très courtes, à investir dans l'Internet, à investir dans l'immobilier, avec des retours sur investissement très rapides. Ils s'aperçoivent que la viticulture, c'est une économie incompressible et très très lente. Et alors là, ça déroute énormément, même des banquiers, dans les logiques de financiarisation du monde du vin. Et alors, quand vous alliez les aléas climatiques et cette lenteur économique, vous vous retrouvez avec des casse-têtes assez intéressants et de voir des réactions de gens qui ne sont pas du tout préparés à ça. Et donc, il faut rappeler quand même que la viticulture, c'est de l'agriculture et donc qui est liée aux aléas climatiques et ça, il ne faut jamais l'oublier. Latifa, c'est ce que vous disiez, enfin, c'est ce que vous décrivez, des débuts qui n'étaient pas aussi évidents que ce que vous pensiez, beaucoup de choses auxquelles vous n'aviez pas pensé et qu'il a fallu au fur et à mesure de vos exercices jongler avec, le négoce vous en évoquez, donc oui, ça a été une découverte. Ça a été une découverte, puis il n'y a pas que ça aussi, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, je fais tout de A à Z également. Comme vous dites, c'est un métier, c'est agricole. Donc il fallait que je sois dans les vignes, à tirer cavaillon. Voilà, c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Donc tirer cavaillon, lever les fils, lever les vignes. Et après le vendre. Après vendre le vin, faire le vin et essayer de faire un très bon vin. Parce que, bon, on avait quand même de beaux raisins. Mais moi, c'était une première pour moi. Donc s'entourer de gens quand même assez, assez costauds et assez compréhensifs pour pouvoir venir m'aider. Il fallait que je trouve les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Allez, 4e temps, et on passera ensuite aux questions avec vous. Oui, parce que alors on a parlé de réussite, on est resté quand même dans un environnement français, enfin bordelais, sinon plutôt français, et ailleurs dans la filière, alors de direction, de perspective sur lequel je vous demande de commenter, le nouveau monde et de grandes réussites, là aussi, qui se construisent dans la filière, que l'on voit émerger un peu partout. Alors, pour ceux qui le veulent, commenter, si vous connaissez ces marques, Concha y Toro, Robert Mondavi, alors là, c'est
c'est l'exemple et le contre-exemple quoi, de la réussite et qui ensuite s'est effondré, a dû vendre. Gallo, grande marque californienne avec un vin de marque, Catena Zapata, Nicolas Catena en Argentine. Bref, si vous connaissez Liliane, Patrick, je ne sais pas si vous voulez en commenter certaines de ces marques ou des grandes réussites comme ça que vous avez connues à l'étranger. Qu'est-ce que ça vous inspire? On peut donc un peu partout dans le monde, et c'est aussi la réalité de la filière vitivinicole, bien réussir. Oui, et je trouve il y a quelque chose moi que je trouve encore plus passionnant, c'est qu'on s'aperçoit que les Californiens, par exemple, qui ont mis en place le système des 20 cépages et qui nous ont expliqué qu'à Bordeaux, avec nos systèmes d'assemblage, on était complètement ringards, que c'était abscon, idiot et que personne n'y comprenait rien, et que c'était bien mieux de commencer avec du Zinfandel et puis je ne sais plus quels autres cépages un peu à goût un peu fort. On s'aperçoit aujourd'hui qu'ils sont en train de vouloir séparer la Sonoma Valley en 4 sous-vallées et qui redécouvrent les vertus de l'assemblage et que leur plus grande cuvée, en réalité, Bordeaux, le grand avantage de Bordeaux, c'est que la vigne a été plantée bien longtemps avant les autres et qu'aujourd'hui, si le vin est un tel marqueur social, c'est que les marques des crus classés du Médoc, parce que ce sont les marques les plus fortes depuis le plus longtemps, et parce que c'est elles qui ont le plus de volume derrière, ces marques, elles sont aussi connues par les gens fortunés dans le monde que les marques de parfum. Les femmes connaissent les marques de parfum, les mecs connaissent les marques de voitures et les marques de vin. Et il n'y a pas de miracle. Hein. Et donc, du coup, il est certain que quand vous dites « je suis propriétaire », on ne va pas dire de Lévy-Barton, on peut être discret, mais je suis propriétaire de Talbot, je suis propriétaire de Lynchebage, vous n'avez pas besoin de dire que vous pouvez payer vos allumettes sans faire un emprunt. Tout le monde le sait. Votre statut social est clairement affiché et nettement affiché. C'est pour ça que beaucoup de gens tiennent absolument à garder ces propriétés. Loïc Pasquet, je vous demande de réagir parce que là, on est précisément pour l'ensemble d'entre elles sur le contraire un peu de votre approche, sur des volumes très importants, sur la construction d'une marque très forte. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais si vous voulez, bon, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut du vin pour tout le monde. C'est surtout, si vous voulez, moi, ce qui me gêne, ça ne me gêne pas, mais il faut bien voir que ce qui nous différencie, nous, l'Europe, c'est-à-dire d'où on a créé le vin, on va estimer de l'est de la Turquie jusqu'à Bordeaux. À chaque fois que l'homme a déplacé la vigne, ça demandait 10 000 ans pour arriver à Bordeaux, il a pris le soin d'adapter chaque cépage, de créer un cépage au lieu, au climat et au goût des gens qui vivaient sur ce lieu. Je pense que quand on prend un cépage français, enfin le Cabernet ou un autre, ou un cépage italien, qu'on le met dans une autre région du monde et qu'on fait du vin, on ne fait plus un vin de lieu, on fait un vin variétal. C'est-à-dire qu'on construit un goût, on fait des assemblages. On va dire, je vais prendre 20% de Merlot, 20% de Cabernet, puis je vais mettre un petit peu. Donc on construit un goût, mais on n'est pas là pour faire des vins de lieu, ce qu'on sait faire le mieux, nous, en Europe. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui nous différencie du reste du monde. Il faut travailler là-dessus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, et j'y reviens, il faut qu'on nous donne les moyens de travailler avec les cépages qui ont été créés sur les lieux sur lesquels on travaille. Et aujourd'hui, on n'y a pas accès. Et c'est quand même incroyable. On y revient. Liane Barton-Sartorius, un mot là-dessus, vous qui illustrez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette longue tradition bordelaise, installée ici, restée ici, transmission de génération. Quand vous regardez aujourd'hui le monde du vin au travers de ces quelques illustrations, quel regard portez-vous là-dessus? Alors effectivement, il y a du vin fait partout dans le monde maintenant, à savoir que le plus grand vignoble du monde est la Chine maintenant. Mais quelque part, le monde est petit aussi. Le monde du vin est petit aussi. C'est-à-dire que bon, même si on ne se connaît pas, on connaît les noms, on sait d'où ils viennent, on sait quel cépage ils font. Il y a une certaine fraternité malgré tout, même avec les autres vignobles du monde, ce qui, en somme, est assez sympathique. J'allais dire, quelque chose comme Vinexpo, on n'hésite pas à aller voir sur les autres stands, les autres propriétaires, les autres vignobles. Donc ouais, il y en a partout, mais c'est un petit monde quand même. Et vous voulez dire que les usages, d'une façon large, sont assez bien partagés, que finalement, propriétaires de domaines en Californie, en Australie, lorsque vous vous rencontrez, vous parlez le même langage? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors des fois 20, des fois pas 20. J'avoue que la première fois que quelqu'un qui faisait du Zinfandel m'a dit qu'il mettait de l'eau dedans, j'avoue que j'ai rigolé, je pensais qu'il se moquait de moi. Ben non, c'est vrai, il a le droit de mettre de l'eau dans son vin, lui. Oui.
Oui, des pratiques culturelles qui peuvent être différentes. Oui. Et une Voilà, non, législation. mais c'est ça qui est amusant aussi. Vous l'avez dit plus tôt. Tout le monde fait du vin différent et il faut que ça reste différent parce que sinon on fait du Coca-Cola. Oui, on fait autre chose. Allez, dernier slide avant de parler à l'échange avec le public. Alors, et les autres métiers de la filière aujourd'hui, puisqu'on a parlé beaucoup, et c'était le centre de notre débat, de la production, de produire du vin, mais on s'aperçoit, Patrick Bernard, évidemment, je vous interrogeais là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a une émergence, une profusion de métiers multiples qui tournent souvent, mais pas que, autour de la commercialisation. Vous avez été visionnaire, parce que dans les années 80, aujourd'hui, ça paraît presque une évidence, mais il y a 40 ans de cela, ça a été beaucoup moins. On a dû vous prendre un peu pour un fou au début. Plus pour un flibustier que pour un fou. Ah c'est-à-dire Bien parce qu'effectivement, Millésima a été la première société à utiliser le marketing, les techniques du marketing direct pour vendre le vin. D'autres vendaient par correspondance. C'est pas péjoratif, mais vendre par correspondance, ça veut dire utiliser des fichiers qu'on connaît et ne pas faire de création artistique sur les messages et envoyer donc des tarifs à des gens qu'on connaît. Quand vous commencez de rien, que vous n'avez pas de fichier, pas de référence, pas d'achat, pas rien, donc vous êtes bien obligé de créer un fichier, donc de trouver des adresses et vous êtes obligé après de monter tout un système d'analyse très pointu pour savoir quels sont les fichiers qui sont rentables et ceux qui ne sont pas rentables. Donc on a commencé à faire ça, effectivement, avec du papier en 87. Et en 97, on a eu notre premier site internet. Mais il faut dire que pour moi, c'était très simple parce qu'on avait le Minitel pour la France et on avait déjà entre-temps commencé à vendre aussi. On a toujours été flibustier. Parce que c'est-à-dire qu'on faisait ce que personne ne faisait, on était corsaire plutôt. On faisait ce que personne ne faisait puisqu'on a commencé à faire du marketing direct et puis après on a commencé à les vendre directement à des clients particuliers hors de France. Et puis non content de vendre du Bordeaux, on s'est mis à vendre des vins d'autres appellations, du Champagne, du Bourgogne, de la vallée du Rhône, de l'Alsace et autres. Et ça, tout ça, personne ne l'avait fait avant. Donc à Bordeaux, enfin en France et à Bordeaux du moins. Donc on a développé tout ça et en 97, on a eu notre premier site. Mais pour moi, c'était comme on avait d'autres pays, c'était le Minitel, le Internet, je l'ai vu comme le Minitel pour les autres pays. Et ce qui fait qu'on n'a jamais été monocanal de distribution. On a au contraire utilisé tous les canaux de distribution possibles et imaginables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons ouvert il y a 5 ans Hong Kong et il y a 3 ans Singapour. Personne de la société n'y est allé. Nous n'avons personne sur place, nous n'avons pas de société, nous n'avons pas de stock sur place, nous n'avons rien. Nous avons un site internet qui est géré depuis Bordeaux, avec une chinoise qui est à Bordeaux, qui répond au téléphone quand les clients téléphonent, ou au mail, ou SMS, enfin, tous les systèmes, ou les chats, ou les blogs. Et ça pèse 10% du chiffre d'affaires. Donc on a un site pour Singapour qui est en anglais, dollars de Singapour, et un autre en Hong Kong qui est en dollars de Hong Kong, en anglais, avec des prix franco-domicile dédouanés livrés chez les particuliers. Alors, évidemment, service gants blancs sur rendez-vous. Mais c'est absolument fabuleux. On n'aurait pas Internet, on ne pourrait pas faire ça. Alors justement, ça me donne envie de vous poser une question. On entend souvent dire que il y a eu beaucoup d'histoires qui ont jalonné récemment d'ailleurs la réussite ou les non-réussites de sites de e-commerce. On dit souvent que la rentabilité des organisations, des entreprises spécialisées en e-commerce dans le vin n'est pas tout à fait claire. Un mot là-dessus. Vous êtes d'accord? C'est une rentabilité très difficile. Alors pour les autres, je ne parlerai pas. Je tiens à dire simplement que chez Millésima, nous livrons les vins que nous vendons. C'est assez facile du reste, puisque le tarif est fait uniquement avec les vins que nous avons en stock et qu'on a 2,5 millions de bouteilles en stock. Donc, a priori, on n'a aucun problème pour livrer les gens. Donc, premièrement, pour la livraison, ça fonctionne. Deuxièmement, effectivement, si je fais des allers-retours, c'est-à-dire que si j'achète le vin à l'instant T et que je le vends au jour T+1, c'est sûr que si j'ai juste une petite marge commerciale faible, les prix sont tellement tirés qu'il n'y a pas moyen. Un des avantages de Bordeaux, c'est qu'effectivement, les grands vins, dans les grandes années, se revalorisent. Et nous avons besoin, et nous vendons plus de vins vieillis dans nos chais que de vins primeurs. Et nous avons besoin de cette marge, je dirais, de cette plus-value de vieillissement, ou de cette marge de vieillissement, en plus de la marge commerciale, pour fonctionner. Car sinon, nous n'y arriverions pas. Deuxième chose,
le vrai problème du vin, c'est son poids. Mhm. Et une caisse de vin, ça pèse quand même entre 18 et 20 kilos. Donc c'est lourd à transporter, c'est difficile et c'est complexe à livrer. Et les coûts sont élevés. Donc si vous vendez des vins à 8 € la bouteille ou à 6 € la bouteille par Internet, la rentabilité est très difficile à trouver. Si vous visez une cible de vin plutôt vers 60, 70, 80 € en moyenne, donc avec des rosés à 6 €, ça fonctionne. Enfin, je suis là pour le prouver. Allez, on va prendre juste avant la dernière. Allez, elle sera pour vous, Loïc, si vous voulez bien. Conseil, parce qu'évidemment, tout le monde voudrait savoir, voir la recette magique. Tiens, ici, si vous deviez donner un conseil à Latifa qui vend son vin approximativement 10 € la bouteille, c'est ça, sur la première action à entreprendre pour pouvoir augmenter significativement le prix de sa bouteille de vin, qu'est-ce que vous direz? Non, mais j'ai pas de conseil à lui donner parce que je suis vraiment mal passé, donc je peux pas. Non, non, ce qu'a fait c'est très bien, il faut continuer. Je peux pas. Non, je peux vraiment rien lui dire. La première action, vous avez, quand vous avez valorisé... Moi, quand j'ai racheté mon vin, la première chose que j'ai fait, j'ai commencé par tout arracher. Ouais. Donc j'ai tout arraché, j'ai tout replanté, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai replanté en pensant qu'un jour j'espère que mes filles, enfin les vignes que j'ai plantées, j'espère qu'un jour mes filles et mes petits-enfants courront dedans et penseront en disant il avait bien fait de l'arracher. Aujourd'hui, on a tout arraché, on a tout remis en franc de pied, on a tout replanté à 20 000 pieds hectares, donc c'était un travail colossal. Maintenant, on l'a fait, ça nous a pris beaucoup de temps, ça a pris pratiquement 10 ans. Il faut savoir que la vigne, quand elle est franche de pied, contrairement à une vigne greffée, a produit qu'au bout entre 7 et 10 ans. Une vigne greffée, ça peut produire au bout de 3 ans. Donc, c'est des investissements, comme je disais tout à l'heure, c'est des investissements très très longs et des délais très longs. Les vignes que je vais commencer à planter dans 5 ans, je les ferai même plus pour moi. Vos clients sont étrangers? Tous les majoritairement, pays. partout? Bien sûr, enfin, on a des allocations par pays. D'accord. Donc, en fait, le pourcentage est le même dans chaque pays. On a D'accord. Donc, vous réservez un volume limité par pays. Par pays. Par pays, voilà. D'accord, à chaque fois qu'un distributeur. Allez, je vous propose d'en rester là. Merci beaucoup de votre attention. Je voulais remercier toute l'équipe du comité éditorial, Anne-Claire Charpentier, Jérôme Baudouin, Philippe Hernandez, Véronique Lemoine, Laurent Chénaud.